Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver sur le plateau d'APE Agir pour l'environnement, la seule émission hebdomadaire entièrement consacrée à l'environnement pour le PAM, le paysage audiovisuel mahorais. Aujourd'hui, comme vous le savez, on va parler évidemment environnement, mais celui qui est consacré aux économies d'énergie dans nos maisons et les actions que l'on peut mener. Est-ce qu'elles peuvent changer quelque chose, Anne-Constance ? Elles peuvent changer quelque chose parce que je crois qu'on ne peut pas nier les impacts du réchauffement climatique dans notre quotidien. Donc se mobiliser tous et adopter quelques petits gestes simples, tous ensemble, peut effectivement avoir un impact. Donc aujourd'hui, on va parler électricité, déchets, on va parler également de l'eau. Exactement. Eh bien, ça tombe bien, tout de suite, le sommaire de notre émission. Dans ce nouveau numéro d'APE, nous allons parler d'économie d'énergie au quotidien. Nous allons ensemble nous poser la question sur notre consommation d'eau, d'électricité et voir comment devenir acteur du changement pour atténuer le changement climatique. Avec nos invités, on va avoir Amina Hariti qui est vice-président du SMEAM. Elle sera sur ce plateau. On aura également Claude Hartmann, le directeur général d'EDM. Nous évoquerons également les bonnes pratiques, le compostage, énergie renouvelable, récupération des eaux de pluie. Nous parlerons aussi des aides et des dispositifs réglementaires pour changer nos pratiques si nous pensons pouvoir le faire. En fin d'émission avec Anne-Constance, c'est Anne-Constance qui nous donnera quelques chiffres pour nous permettre de mieux comprendre nos actions individuelles et comment elles peuvent avoir du sens dans la lutte contre le réchauffement climatique. Dans le reportage qui suit, nous vous proposons un portrait croisé. D'abord, nous sommes allés dans une famille qui pratique le compostage. Alors, comment elle pratique? Et puis, il y a un autre portrait dans ce reportage, une personnalité de l'île, vous allez le voir, vous allez le découvrir dans un instant, et qui a installé, cette personne a installé chez elle un ballon d'eau chaude, et pas que ça. Regardez ce reportage, signé Daniel Dunon et Pierre Bellucci. L'empereur romain Marc Aurèle disait il y a près de 1900 ans de cela « Va toujours par le chemin le plus court, et le plus court est le chemin tracé par la nature ». En effet, la nature nous fournit tout ce dont nous avons besoin pour vivre dignement, tout en la respectant. Le constat est aujourd'hui unanime, nous devons collectivement, mais également individuellement, contribuer à la lutte contre le changement climatique. C'est ce que fait aujourd'hui Nouriati Madi, qui a décidé de renoncer aux engrais chimiques et de fabriquer son propre compost naturel pour son jardin. J'ai regardé les fleurs, tout c'est déjà commencé à faner, ça pousse pas bien. Au lieu d'acheter engrais, j'ai mis les composts. Je vois ça pousse très bien. Tu vois là, il y a le piment, il y a les tomates, il y a tout ce que j'ai planté, je mélange. Même les citrons là, je les mets en dessous. Comme Nouriati, Jean-Claude Henry a décidé d'agir en changeant ses habitudes de consommation électrique. Cela fait 7 ans qu'il a opté pour un chauffe-eau solaire. La première chose qui est venue à l'idée, c'était de remplacer les chauffe-eau électriques par les chauffe-eau solaires. Avec une approche tout à fait logique, comme quoi au lieu de payer l'électricité pour chauffer l'eau, on a le soleil dont on dispose 360 jours sur 365 et qui, pour les croyants, Dieu est là pour nous apporter ça, et alors qu'on ne l'utilise pas du tout. Jean-Claude Henry a été accompagné par l'électricité de Mayotte, mais également par le département, afin de franchir le pas de l'autoconsommation. Pour à la limite nous inciter et trouver qu'on avait encore plus raison de le faire, on avait une forte aide d'EDM, de la collectivité. Pour donner une idée, pour un chauffe-eau solaire, le plus gros, qui est à peu près de 300 litres, sur les 2700 € que ça coûtait à l'époque, nous on a participé que pour environ 600-700 €. Donc on était doublement gagnant, à savoir que la consommation électrique, et effectivement je peux vous le garantir qu'au niveau de la facturation ça baissait, et en même temps, et puis la satisfaction de se dire que c'est le soleil qui nous chauffe au lieu que ce soit le courant électrique. Aujourd'hui, sa machine à laver, pour ne citer que cela, est branchée au chauffe-eau solaire. Par ailleurs, toute sa maison est équipée de lampes LED. Grâce à ce changement dans le mode de consommation, il économise près de 1 000 € chaque année sur sa facture d'électricité. Aujourd'hui, il en appelle à une prise de conscience collective afin que le solaire devienne la norme à Mayotte. On n'en profite pas du tout. Et moi, je pense que quand on parle d'énergie renouvelable,
je ne vois pas ici, on n'a pas assez de vent pour avoir des éoliennes, etc. Mais par contre, les panneaux solaires, ça va de soi. Je crois qu'aujourd'hui, ça devrait même être réactif d'ici la fin de l'année, de façon à ce qu'on puisse disposer de ça, mais que ce soit accessible à toutes les bourses. Tri sélectif, compostage individuel, chauffe-eau solaire, gestes du quotidien comme ne pas faire couler l'eau, éteindre les lumières, utiliser sa climatisation de façon raisonnée. Aujourd'hui, chacun peut agir à son échelle pour lutter contre le changement climatique et ses conséquences. Il n'est pas trop tard, mais il n'y a plus de temps à perdre. Merci à Pierre Bellucci et à Daniel Linon pour ce très beau reportage. Nos invités, on va les représenter, ils sont avec nous, on va leur dire bonjour. Amina, bonjour. Alors aujourd'hui, on vous connaît bien sur ce plateau et pour cause, mais aujourd'hui vous êtes là en tant que vice-président du SMEAM, hein, on est bien d'accord. Et puis, on a Claude Hartmann avec nous, le directeur général d'EDM. Claude, bonjour. Bonjour Patrick. On va commencer avec Amina, honneur aux dames, hein, si vous le permettez, Claude. Amina, sur les consommations d'eau à Mayotte, ça représente quel volume à peu près ? Alors aujourd'hui, on a estimé 36 000 mètres cubes d'eau, le besoin estimé. Et après, avec les pénuries qu'on a, on est à plus ou moins 33 34 000. Ça, c'est le besoin, hein, voilà. 36 000. C'est quelle est la part des fuites sur ces surconsommations? Alors, on ne peut pas forcément encore parler de surconsommation parce que quand on regarde par rapport à la moyenne nationale, à Mayotte, on n'a pas des grosses consommations d'eau par ménage notamment. On voit qu'en France nationale, on est à 140 litres par jour par ménage. À Mayotte, on est encore à 90 et ça s'explique aussi par le fait qu'on a beaucoup de foyers qui ne sont pas encore branchés. Aujourd'hui, on tend vers une convergence au niveau des salaires, au niveau de l'équipement des ménages. Donc les estimations nous disent, notamment le SAR et le SDAGE, nous disent qu'on sera dans 10 ans à peu près sur les moyennes nationales. Non, et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui concrètement pour réduire ces fuites ? Alors aujourd'hui, la question des fuites, elle se pose, il faut voir en fait comment ça fonctionne. On parle aujourd'hui le rendement, le taux de rendement ici à Mayotte, on est à 76, entre 73 et 76%, ce qui fait qu'il nous reste 24% qui est estimé à être ce taux de fuite. Donc il y a pas mal de choses qui rentrent à l'intérieur. Il y a ce qu'on appelle les volumes pour les services publics notamment. On voit quand il y a une borne, quand il y a les pompiers qui vont utiliser de l'eau dans une borne. Ça, on parle normalement, on est à peu près à 5%. Ça, c'est les estimations. Après, il y a tout le reste, il y a les fuites de réseau, les fuites à la sortie des compteurs. Donc encore une fois, là, il y a un travail qui doit être fait de détection et après de géolocalisation. Donc là, on est en plein dans ça aujourd'hui à Mayotte. Comment faire pour les détecter et puis après pour savoir comment les traiter. Et chez nous, au quotidien, dans notre maison, comment est-ce qu'on peut arriver à consommer moins d'eau en vivant normalement? Est-ce que c'est possible? Alors aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, c'est très récemment, on a annoncé dans le cadre de cette crise de la gestion de cette crise de l'eau, on a en ce moment une opération de distribution de kits hydroéconomes, donc ça va jouer un rôle assez important parce que si tout le monde joue le jeu, que ce soit les administrations, les entreprises, les particuliers, donc on a 43 000 abonnés qui sont enregistrés, 43 000, 44 000 qui sont abonnés au service public de l'eau, et donc si tout le monde joue le jeu, qui a augmenté ces derniers temps. Voilà, exactement, et qui continuera à augmenter parce qu'on est dans les standards en fait, on va dire de nos compatriotes au niveau national. Donc aujourd'hui, on sera à peu près, on arriverait à une économie de 10% de la ressource. Donc c'est pas négligeable, ce qui fait que même une fois passée la crise, ces dispositifs qui sont mis à la sortie des robinets pourront continuer à faire leur travail avec à la clé une réduction également au niveau des factures. Claude Hartmann, vous êtes donc directeur général d'EDM. Claude, les consommations énergétiques, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de gâchis ou de perte ou de fuite quand on parle de consommation d'électricité, tout simplement? Alors les phénomènes en cause sont très différents par rapport à l'eau. En fait, il n'y a pas de perte ou très peu de pertes sur le plan du réseau. J'ai envie de dire de l'amener de l'énergie. Parce qu'en fait, l'énergie ne se stockant pas ou pas encore, tout ce qui est produit est consommé instantanément. Il n'y a pas de perte et pas de fuite, par conséquent, connue. À l'inverse, au moment de la consommation, on sent bien que si j'éteins pas la lumière dans la pièce que je quitte, si je laisse un ventilateur ou une clim ou peu importe quel appareil fonctionner en mon absence, c'est autant d'énergie quelque part qui est gâchée, qui n'est pas utile et qu'il faudrait donc économiser. Et donc en fait, ma réponse, elle est techniquement, on n'a pas ou très peu de pertes sur le réseau, c'est des pertes contrôlées. Mais à la consommation, il faut que chacun de nous fasse attention à éteindre
les appareils qui n'utilisent pas, y compris ceux qu'on n'imagine pas. Je pense par exemple à votre télévision. Mais oui, quand vous ne la regardez pas, il faut l'éteindre pour de vrai. Mais oui, mais la veille consomme. Et donc il faudrait l'éteindre complètement, comme l'ordinateur, comme à l'extrême limite la box Wi-Fi. Si vous partez en tout cas une semaine, ne laissez pas vos appareils branchés, sortez les prises. Claude, une question. Je mets la clim la nuit dans ma chambre, donc il y a un thermostat, la température est constante dans la chambre. Évidemment, je vais travailler le matin, je reviens le soir, j'ai la même température dans la chambre parce que je n'ai pas éteint la clim. Qu'est-ce qui consomme le plus? L'éteindre et qu'elle va tourner à fond pour pouvoir se remettre à température, ou la laisser? Clairement, l'éteindre est mieux. Si c'est la journée, il n'y a pas photo. C'est l'éteindre le matin, la remettre en arrivant, il n'y a pas photo. Après, si vous me demandez si c'est au bout de 10 minutes, j'ai tendance à vous dire laissez-la. Mais si c'est la journée, il faut impérativement l'éteindre et la rallumer en arrivant. Le plan climat-énergie prévoit de produire 80% de notre énergie avec des énergies renouvelables d'ici 10 ans. Ça paraît impossible à faire en 10 ans. Je vais vous surprendre, je vais dire non. C'est pas impossible. C'est faisable. C'est pas impossible parce qu'on a maintenant un vrai frémissement sur le photovoltaïque. Pourquoi je parle de photovoltaïque? C'est que Mayotte, finalement, c'est la terre bénie pour le photovoltaïque. Il y a du soleil, comme nulle part ailleurs, je dirais presque. C'est donc l'énergie à préférer de très loin. Et on est passé là à 15% de puissance installée, 5% des consommations, c'est-à-dire ça ne fait pas beaucoup, mais quand même, on n'est plus à zéro, on a largement dépassé ce stade. Et il y a des ambitions très fortes dans la prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie, qui ne dépend pas d'EDM, c'est les collectivités et l'État qui définissent. Et ces ambitions, je pense qu'elles sont réalistes. Donc on pourrait bien tripler ou quadrupler la dose. Alors vous allez me dire, bah oui, mais enfin, de 5% à 20% ou 30% d'énergie renouvelable photovoltaïque, il restera toujours encore 70% d'énergie thermique, fossile, pétrole. Eh bien non, parce que je pousse, et donc je pense qu'on va pouvoir y mettre maintenant les moyens et l'énergie pour le faire, je pousse à changer de carburant pour les centrales à Mayotte et de passer aux bioliquides, qui sont donc en fait, c'est des esters qui sont produits à partir de colza. Et donc on n'aurait plus d'énergie fossile. C'est-à-dire on pourrait arriver finalement à 100% d'énergie renouvelable quelque part sur l'île beaucoup plus vite qu'on imagine. Donc j'aurai l'occasion de vous en reparler parce que c'est quelque chose qu'il faudra expérimenter, vivre et développer. Mais en tout cas, ouais, je pense qu'on peut, c'est réaliste d'imaginer qu'on ait du renouvelable à 100%. Alors ça reste du combustible pour les centrales, mais ça réduit de presque 60%. Enfin, il reste plus qu'un tiers à la fin des effets de serre, exactement, parce que finalement le colza est bien meilleur que le pétrole en termes de développement durable. C'est des grandes annonces que vous faites là, Claude. Du reste, on voit, on a tous nos écrans qui sont en train de clignoter là. Tellement l'annonce est importante. Non, plaisanterie à part, comment les particuliers peuvent contribuer à cet objectif? Est-ce que nous, au quotidien, on peut faire quelque chose? Alors, on vient de parler tout à l'heure de l'économie que chacun peut faire. C'est très important parce qu'on arrivera facilement à économiser 10 ou 20% d'énergie si chacun s'y met à contrôler ses propres consommations. Et à côté de ça, ma foi, chacun, en tout cas la plupart d'entre nous, ont un toit. Et sur ce toit, on peut produire du photovoltaïque. Et donc, c'est important que petit à petit, toutes les surfaces existantes ou à construire soient équipées. Et peut-être une indication, la première chose qu'il faut faire, c'est pas tant de la production photovoltaïque, c'est de l'eau chaude solaire, puisque là, le rendement est extraordinaire. Vous ne devez rien à personne, vous chauffez votre eau sur le toit. On l'a vu dans le reportage, Mais oui, à l'instant. Vous chauffez votre eau sur le toit, et c'est vraiment la première bonne idée à développer. C'est comme ça qu'un particulier peut fabriquer de l'énergie. Le particulier peut fabriquer sa propre énergie. Bien sûr, c'est comme ça qu'il peut fabriquer sa propre énergie. Comment on stocke l'énergie à Mayotte? Alors, on est au balbutiement, mais pas qu'à Mayotte. Là, pour le coup, on n'est pas en retard par rapport au reste du monde. En fait, les batteries sont des technologies qui avancent maintenant à grands pas, avec l'aspect aussi batterie pour voiture. Et donc, des batteries de grande capacité sont actuellement sur le marché. C'est nouveau. C'est pas, il y a 10 ans, je ne vous l'aurais pas dit, c'est actuel. Et en fait, ces batteries, il va falloir en installer. Alors, il y en a 2 qui sont en cours de construction à Mayotte, qui vont représenter à elles seules 7-8% finalement de la puissance installée, et avec lesquelles on peut, si vous voulez, décaler la production photovoltaïque du jour vers le moment de consommation du début de soirée, quand il y a votre journal télévisé, quand il y a la cuisine, etc., quand il y a la lumière qui s'allume.
Et ça, c'est très important parce qu'on pourra accepter beaucoup de photovoltaïque dans le mix qu'à condition de prendre cette énergie et de la transférer vers le soir. D'accord. Sinon, on sera obligé de l'acheter. Il y en a trop, là, pour le coup. Voilà. Et donc, le stockage est très important. 2 installations en cours, à la demande d'ailleurs du régulateur qui a fait ses appels d'offres. Donc, c'est ce qu'on va pouvoir inaugurer à partir de l'an prochain. Mais c'est que le début. Il faudra en mettre beaucoup plus pour que le photovoltaïque puisse vraiment faire partie intégrante et massivement du paysage mahorais. Clairement, j'ai décidé de me mettre au vert, sans faire de vilain jeu de mots. Qu'est-ce que je peux faire de manière simple et pas trop chère, comme travaux dans ma maison, pour pouvoir consommer moins d'énergie et donc, du coup, payer moins d'énergie, parce qu'il y a un côté financier aussi qui rentre en ligne de compte. Absolument. Ouais. Absolument, il y a les deux. Et donc, en fait, tout dépend si vous construisez ou si vous aménagez. Imaginons que vous construisiez, c'est très important de consulter les points info énergie ou bien EDM, le site EDM. Vous verrez l'ensemble des offres. Ça va du toit isolant à la brique, puisqu'aujourd'hui on refait des briques sèches, si vous voulez, à Mayotte. Il y a un fabricant qui fait ça. Ça isole extraordinairement les maisons. Ça va jusqu'au brasseur d'air, l'éclairage intelligent et peu consommateur. La peinture réfléchissante pour l'extérieur, pour éviter que le soleil tape trop fort sur la maison. Tout ça, c'est des choses, c'est des technologies qui existent, qu'on peut mettre en œuvre à la construction et qui sont aidées. Chacune de ces... C'est-à-dire qu'au bout du compte, ça ne coûte pas forcément plus cher que la peinture. Non, ça ne coûte pas plus cher qu'un autre Ouais. matériau, effectivement. Ouais. Et ça peut économiser jusqu'à 30% de votre facture d'électricité. Donc ça vaut le coup. Il ne faut pas hésiter une seconde. Amina, vous êtes sur notre plateau, on va en profiter. Récupérer l'eau de pluie, on le sait, c'est la seule solution qui existe de manière très claire aujourd'hui. Elle peut servir à quoi cette eau ? Alors justement, pour parler de ça, ça fait partie des sujets qu'on aura à traiter dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Parce qu'en arrivant, effectivement, on s'est rendu compte que la saison des pluies est beaucoup plus tardive aujourd'hui et elle dure moins longtemps. Par contre, elle est très intense. Donc l'objectif, c'est de se dire comment optimiser toute cette eau qui, pour la plupart, en peu de temps, qui part dans le lagon, en fait, donc on ne peut pas profiter. Et aujourd'hui, en fait, on est en train de travailler avec le SMIAM sur des dispositifs en fait, de citernes, de cuves qu'on peut faire installer. On peut accompagner. Donc là, on a quelques discussions qui ont été entamées avec des communes pour pouvoir lancer des communes pilotes avec lesquelles on va travailler pour pouvoir équiper des administrations et autres. On va également travailler sur le volet des particuliers, voir comment on peut aider les particuliers à s'équiper de ce genre de citernes. Parce qu'encore une fois, quand on regarde bien, beaucoup d'usages d'eau, arroser le jardin, nettoyer sa voiture, plein de choses. Quand on regarde au niveau de la consommation, tout ce qui est de la boisson, ça représente une faible partie en fait des consommations. Donc aujourd'hui, comment faire pour que cette eau reste justement là, qu'on puisse en profiter autrement et que toute cette eau qui est gaspillée avec de l'eau potable dans des usages qu'on peut très bien envisager avec de l'eau de pluie. Donc on est en train d'y réfléchir et ça fait sérieusement partie des solutions qu'on va sur lesquelles on va appuyer pour qu'on puisse gérer cette crise. Mais vous savez mieux que moi, ce système de réserve d'eau, de citerne sous la maison ou à côté de la maison, depuis toujours on l'a eu ici. On nous a fait changer de système. Avant, pour faire la jonction entre la saison sèche et la saison humide, on avait tous nos citernes. On nous les a fait changer pour passer à un autre système. Alors, et là on revient en arrière. Alors on revient en arrière, moi je dirais plutôt qu'on va de l'avant. Après ça c'est une question d'angle. Nous on repart avec d'autres sujets. Aujourd'hui encore une fois, on a vécu la crise, on l'a vécu au plus profond des choses. Les Mahorais sont encore en train de la subir, donc l'objectif c'est pas de dire on revient en arrière, c'est comment on avance. Moi je préfère voir les choses comme ça. Donc ça, cette question-là va être évoquée. Encore une fois, hier on a eu, ça a été évoqué avec la mairie de Mamoudzou, on a la commune de Pamandi qui s'était montrée intéressée. Donc encore une fois, on va convoquer les communes pour voir avec elles qui serait partant pour lancer ça. Une question pour vous deux, Claude, Amina. J'ai décidé d'équiper ma maison avec un ballon d'eau chaude. Il y a les aides, tout ça, j'ai bien entendu. Au bout du compte, il me coûte combien? Avec un chiffre très clair. Honneur aux dames, Claude? Je pense qu'il sera plus indiqué que moi. Alors, le matériel 3 000 €, vous enlevez 1 000 € donnés par EDM. Vous enlevez normalement 800 € du département. Là, il y a un petit espace où ça mérite d'être revoté, mais allez, on va considérer que ça va être reconduit. Donc, il reste 1 200. Sur ces 1 200, vous rentrez dans vos sous au bout de
5-6 années parce que vous économisez toute l'énergie. Mais oui, vous économisez toute l'énergie consacrée au chauffage de l'eau. Ouais. Et en plus, petit secret, mais ça va avec ce qui vient d'être dit, comme le ballon et la partie, si vous voulez, solaire contient de l'eau, quand il y a une pénurie et qu'il y a une coupure, eh bien, il reste de l'eau chaude parce que vous avez de l'eau en hauteur et donc vous pouvez bénéficier d'eau chaude même en cas de coupure. Amina, on va accélérer parce qu'on a encore plein de questions à vous poser. Je voudrais qu'on parle de l'assainissement également. Se raccorder à la maison, au réseau, ça fait gagner quoi sur l'environnement? C'est important parce qu'on a vu toutes ces campagnes, raccordez-vous, mais qu'est-ce qu'on gagne au bout du compte? Alors déjà, rappeler que c'est une obligation de se raccorder au réseau collectif. D'accord. Ce qu'on y gagne, c'est aujourd'hui, quand on regarde bien, toutes ces eaux usées, il faut bien qu'elles soient traitées, qu'elles soient justement, qu'elles n'aillent pas dans le lagon, qu'elles n'aillent pas, en matière d'environnement, impacter notre environnement, parce qu'encore une fois, on sait que ce sont des questions qui sont assez fragiles ici à Mayotte. Ouais. Donc l'idée, c'est au contraire contribuer à la manière dont on va lutter contre toutes ces dégradations de notre environnement et préserver celui-ci. Alors, j'ai décidé, là encore, j'essaie de beaucoup de choses dans cette émission, moi, j'ai décidé encore dans ma maison, pour ma maison, de me raccorder au réseau. Mais j'ai pas gagné au loto, je suis pas milliardaire. Ça va me coûter combien l'histoire? Alors on peut aller, ça va de 500 à 3500 €, ça dépendra des cas. Et après là, il y a des aides aussi qui peuvent être attribuées. Donc il faut se rapprocher des services. Et la SMAA, donc, qui a été désormais délégataire en fait du service public justement de l'assainissement. Et en fait, tout sera pris en charge avec eux au niveau, ils vont vous orienter sur les services, sur les démarches à faire pour pouvoir se raccorder. Claude, une question. Si on produit plus d'énergie qu'on consomme, ok, j'ai mis du photovoltaïque sur ma maison, on produit, mais j'en ai pas besoin d'autant. Qu'est-ce qu'on en fait du reste? Et en fait, tant que vous consommez ce qui est produit, ça s'appelle l'autoconsommation, très bien. Si ça produit plus, ça va dans le réseau pour que vous soyez raccordé, mais j'imagine que vous l'êtes. Oui. Et donc ça se fait sans aucune intervention de votre part, ça marche tout seul. La question est plutôt, si vous voulez que cet excédent que vous produisez, par exemple le dimanche à midi, pendant que vous êtes au casse-croûte sur la plage, que cette énergie s'en aille ailleurs, à ce moment-là, il faut mettre un comptage de vente d'énergie, si vous voulez, pour que ce surplus soit valorisé. Sinon, c'est un don, ce que nous acceptons. Mais voilà, ça marche comme ça. C'est-à-dire que je vous la vends. Oui, vous pouvez nous la vendre, ou si ça arrive très rarement, on laisse tomber. Mais cet excédent-là est forcément valorisé, c'est-à-dire qu'il ira chez un voisin, il sera consommé par d'autres. Amina, pour conclure, on va parler des déchets qui sont aussi un vaste sujet ici à Mayotte. Comment peut-on agir pour protéger la planète, et notamment Mayotte évidemment, avec tous ces déchets qu'on voit de plus en plus? Alors je pense qu'on est vraiment sur une question qui concerne la population en général, c'est une question de société, que ce soit à Mayotte ou ailleurs. La gestion des déchets doit être traitée à tous les niveaux, que ce soit au niveau des habitants, des administrés, au niveau des communes, au niveau de tous ceux qui sont dans cette chaîne-là. Aujourd'hui, en fait, on voit à Mayotte, on est en train d'avoir de nouvelles habitudes, on commence à les avoir. Comment je fais le tri, comment on parle de compostage aussi, comment les matières organiques, comment je les traite. Je pense qu'il y a toute une communication à continuer parce qu'elle a déjà démarré, on n'est pas qu'au balbutiement, il y a déjà des choses qui sont mises en place, il y a des communes qui sont très avancées dans cette question de gestion des déchets. Je pense que c'est une question de conscience de chacun d'entre nous. Mais on l'a vu dans le reportage de Pierre Bellucci, le compostage, ok, c'est joli, ça fait de belles images, mais est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce qu'on gagne sur la planète? Effectivement, si on n'essaye pas, Patrick, on n'aura pas de résultat. En quantité, est-ce qu'on a une idée aujourd'hui ce que le compostage apporte réellement à la protection de la planète? Trop tôt. C'est trop tôt. Je pense qu'en tout cas, à Mayotte, je pense qu'on n'a pas suffisamment de recul encore, mais les comportements commencent à évoluer et il faut qu'on encourage cette démarche-là. Ouais, rapidement, Anne-Constance, combien d'eau on peut économiser si on ne laisse pas son robinet ouvert pendant qu'on se brosse les dents? Enfin, la dent, j'ai qu'une dent. Donc, Alors, pour votre dent, Patrick, si vous utilisez un gobelet, vous pouvez économiser 365 litres d'eau par an si vous ne laissez pas l'eau couler et que vous mettez un peu d'eau dans un gobelet pour rincer votre brosse et votre bouche. Combien vous dites? 365 litres. C'est énorme. Oui, c'est énorme. On peut... Par personne. Vous vous rendez compte, combien peut-on économiser avec un chauffe-eau solaire? Claude en parlait tout à l'heure. Alors, ça coûte à peu près, pour une famille de 4 personnes, 650 € par an de chauffer son eau avec un ballon classique. Si on utilise un ballon solaire, on peut économiser 500 € de cette somme. Donc, c'est significatif dans le budget d'une famille. Ouais. On est capable aujourd'hui de produire toute l'électricité que nous consommons?
Alors, une famille consomme, toujours la même famille de 4 personnes, va consommer 4400 kWh d'électricité par an, avec un toit de 50 mètres carrés et des panneaux photovoltaïques sur toute la surface de ce toit. On peut produire jusqu'à 50% de ce que l'on va utiliser pour la climatisation et évidemment le chauffage de l'eau, puisque ça va sans dire. Amina, merci beaucoup d'être venue sur ce plateau. Merci Anne-Constance également. Merci Claude d'être venu sur ce plateau. On espère vous y revoir prochainement. Mais ça sera pour une prochaine aventure d'APE. D'ici là, soyez prudents. Ciao.